Au Nigeria, 4 personnes ont été tuées le week-end écoulé. C'était dans une attaque dans le nord-est du pays. Destruction de mausolées par un djihadiste au nord du Mali. La CPI doit rendre jeudi l'ordonnance de réparation. À Guam, aux États-Unis, les populations prient pour la paix, une manière de conjurer la menace de la Corée du Nord. Bonjour chez vous, nouvelle édition de votre journal sur Sika. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous démarrons par des nouvelles du Burkina Faso. Ouagadougou, la capitale burkinabé, a été le théâtre dimanche nuit d'attaques terroristes. L'agression a eu pour cible un café-restaurant. Au moins 18 morts et une dizaine de blessés enregistrés d'après le gouvernement burkinabé. Suivez. Aux environs de 21h dimanche, une attaque terroriste a touché le restaurant Istanbul sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou au Burkina Faso. Le mode opératoire de cet attentat est similaire à celui du 15 janvier 2016. Venus à moto, des hommes armés ont ouvert le feu sur les clients du restaurant. Les forces spéciales ont lancé l'assaut contre les assaillants retranchés dans le complexe. La réplique a pris toute la nuit. Dans la matinée, le bilan faisait état de 18 morts. 2 des assaillants ont été tués, à en croire le ministre burkinabé de la Communication, Rémi Dandinou. Les forces de défense et de sécurité et l'unité d'élite de la gendarmerie ont mis un terme aux opérations. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Le restaurant Istanbul est situé à environ 200 mètres du café Cappuccino qui avait été en janvier 2016 la cible d'une attaque djihadiste sanglante revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Frontalier du Mali et du Niger, le Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015. Le pays a réaffirmé le 18 juillet la nécessité de lutter contre le terrorisme avec son voisin de la Côte d'Ivoire, également touché par un attentat djihadiste en 2016. Et les Kenyans ne savent pas à quoi s'attendre cette semaine. Le candidat de l'opposition défait à la présidentielle a promis dimanche qu'il ne renoncerait pas à contester la réélection de Uhuru Kenyatta. Raila Odinga a appelé ses partisans à rester chez eux dans l'attente de l'annonce de sa stratégie mardi. Les supporters de l'opposant kényan se sont rassemblés à Kibera dimanche pour entendre le leader de l'opposition s'exprimer pour la toute première fois depuis que le président Uhuru Kenyatta a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Raila Odinga est enfin sorti de son mutisme dimanche. Resté muet depuis la proclamation officielle des résultats de vendredi soir, le leader de l'opposition a affirmé qu'il n'accepterait pas les résultats de cette élection volée. Il s'adressait ainsi à des milliers de partisans enthousiastes dans le bidonville de Kibera à Nairobi. Le vétéran a convié ses partisans à attendre son annonce de la marche à suivre mardi. Cette adresse très attendue a ragaillardi la troupe. Nous sommes heureux et nous avons beaucoup d'énergie maintenant. Même s'il ne vient que maintenant, on sait qu'il est avec nous. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Nous sommes vraiment contents parce que c'est ce qu'on attendait. Il n'y avait pas de bruit et on était inquiets. On ne connaissait pas le plan, mais maintenant on le connaît et on est prêt, quoi qu'il arrive. L'ONU, l'Union européenne et Londres, entre autres, ont appelé Raila Odinga à maîtriser la colère de ses partisans après les violences post-électorales qui ont fait une vingtaine de morts depuis vendredi dans ces bastions. Le week-end écoulé, 4 personnes au moins ont été tuées dans une attaque de combattants de Boko Haram contre un village. C'était près de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, au nord-est du Nigeria. Des hommes armés ont en effet envahi le village d'Amaroua, tirant au hasard sur les villageois et mettant le feu à toutes les habitations. En mai, des combattants de Boko Haram arrivés à moto avaient donc tué 6 agriculteurs dans leur champ. Le district
district de Koudounga est l'un des épicentres des violences commises par le groupe djihadiste depuis que l'armée a forcé les combattants islamistes à décrocher de leur base de la forêt de Sambisa en décembre dernier. Nous étions donc au Nigeria. Nous y restons pour parler cette fois-ci d'une fouille illégale de l'armée dans le camp de base de l'ONU dans le nord-est du Nigeria. Au lendemain de cette opération, le coordinateur pour les affaires humanitaires des Nations Unies a affirmé que les relations et la confiance envers le gouvernement nigérien restent intactes. Vendredi, l'ONU avait dénoncé avec fougue des fouilles non autorisées menées par une trentaine de soldats en armes dans son camp de base de Maïdougouri au nord-est du Nigeria. Là vit une grande partie du personnel humanitaire de la région. La fouille faisait suite à des rumeurs concernant la présence supposée d'Aboubacar Shekau, principal chef du groupe islamiste Boko Haram, dans le camp. L'armée a reconnu avoir mené une opération sécuritaire dans 30 propriétés de Maïdougouri et a assuré que le camp des Nations Unies ne portait aucun signe de l'ONU. Le coordinateur humanitaire, M. Edward Kalon, et moi avons travaillé avec le gouvernement du Nigeria, notre hôte, pour résoudre ce problème. Je suis très heureux de vous rapporter que notre relation de collaboration et de confiance est intacte. L'incident d'hier est un pas en arrière de 24 heures regrettable dans une relation bien établie avec les Nations Unies. Nous avons été rapides pour entreprendre de renouveler notre partenariat avec les Nations Unies. Le général Ibrahim Attaïrou a réitéré les déclarations de la veille, stipulant que la fouille n'était pas uniquement ciblée sur l'ONU et que 29 autres propriétés avaient été fouillées sur des informations produites par les services de renseignement. Destruction des mausolées de Tombouctou par un djihadiste malien. La Cour pénale internationale doit rendre jeudi l'ordonnance de réparation. Un jugement dont l'exécution pourrait bien être un défi pour le fonds au profit des victimes. Ahmad Al-Faki Al-Madi a été condamné en septembre à 9 ans de prison. Son tort, avoir dirigé de façon intentionnelle des attaques en 2012 contre la porte de la mosquée Sidi Yahya et contre 9 des mausolées de Tombouctou au nord du Mali. Après avoir plaidé coupable à l'ouverture de son procès, le Touareg d'une quarantaine d'années avait demandé pardon à son peuple pour avoir saccagé ses monuments classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Auparavant membre d'Ansardine et en tant que chef de la brigade islamique des Mœurs, il avait ordonné et participé aux attaques contre les mausolées détruits à coups de pioche, de houx et de burin. Son procès était le premier organisé à la CPI pour destruction de biens culturels. Et sa condamnation, d'après la procureure Fatou Bensouda, constitue un avertissement. Aussi, l'ordonnance de la CPI a-t-elle le potentiel d'apporter de l'espoir aux victimes de crimes similaires commis dans d'autres parties du monde? La Cour basée à La Haye peut également rendre une ordonnance directement contre une personne condamnée, ordonnant des réparations similaires. Mais on ignore encore sur quel type de dédommagement les juges s'accorderont à l'audience jeudi. Mais pour le fonds au profit des victimes, organe indépendant, appliquer l'ordonnance ne sera pas une mince affaire et pourrait prendre un temps considérable. La justice a faite, c'est tout. 94 personnes ont péri dimanche au Népal et en Inde. Le drame est survenu des suites de glissements de terrain et d'inondations consécutifs à plusieurs jours de pluie torrentielle. 45 personnes sont mortes dans la chute de 2 véhicules dans un ravin. Des tonnes de roches et de boue ont emporté tout un tronçon de la route et avec lui les 2 véhicules. 24 heures après le drame, des soldats et des secouristes tentent toujours de retrouver les corps des victimes et d'éventuels survivants, mais la boue et le relief escarpé ralentissent leur tâche. Le Premier ministre Narendra Modi a présenté sur Twitter ses condoléances aux proches des victimes. Au Népal voisin, 49 personnes sont décédées et 17 autres manquent encore à l'appel.
Nous poursuivons ce journal, direction le Venezuela. L'opposition au président vénézuélien Nicolas Maduro a rejeté dimanche la menace militaire de toute puissance étrangère. Ce 2 jours après les déclarations du président américain Donald Trump évoquant une possible option militaire pour résoudre la crise dans ce pays. Menace d'une option militaire des États-Unis au Venezuela. Le gouvernement vénézuélien a accusé samedi le président Donald Trump de vouloir mettre en péril la paix et la stabilité en Amérique latine. D'autres pays de la région ont aussi les cheveux dressés sur la tête avec une telle nouvelle. Je pense que les problèmes du Venezuela doivent être résolus par le peuple du Venezuela. Nous n'avons pas besoin de puissance extérieure pour s'occuper de nos problèmes. C'est une situation qui ne concerne que les Vénézuéliens. Je pense que le président Trump s'est emporté quand il a parlé d'intervention militaire parce qu'en fait, nous sommes en train de nous libérer nous-mêmes de ce gouvernement. Je veux bien de l'aide internationale, mais il faut respecter certains principes qui doivent exister. Vendredi, en effet, le président américain a mis en garde après des jours de tensions croissantes entre les deux pays. Les États-Unis ont perdu patience après 4 mois de manifestations ayant fait 125 morts et l'élection d'une assemblée constituante controversée. Le gouvernement socialiste vénézuélien a très mal pris cette décision qui rappelle de mauvais souvenirs dans la région où la dernière intervention militaire américaine date de 1989. À l'époque, les États-Unis avaient envahi le Panama pour déloger son président, Manuel Noriega. La perspective d'une nouvelle intervention militaire américaine dans la région a généré un malaise chez plusieurs pays latino-américains, même ceux qui critiquent ouvertement le gouvernement de Maduro. À Guam, les catholiques ont prié dimanche pour la paix, certains allant jusqu'à appeler Dieu à toucher le cœur du président nord-coréen Kim Jong-un afin qu'il épargne l'île. Reportage. Procession, recueillement, prière. La journée du dimanche, ils ont été nombreux, les habitants de Guam, à la mettre à contribution pour invoquer la miséricorde divine. D'une seule et même voix, les habitants de la petite île américaine du Pacifique ont prié pour la paix. La paix pour leur pays, mais aussi la paix dans le monde. Et beaucoup ont eu à plaider que la grâce divine touche Kim Jong-un et le détourne de ses plans d'envoi de missiles nucléaires. Pour le paix célébrant, l'initiative vaut bien la peine. Nous prions pour que ces dirigeants gardent leur calme et qu'ils gardent en tête toutes ces personnes qui vivent ici et à qui ils feront du tort. Les gens ici à Guam font confiance et ont foi en Dieu qui nous protégera. Si cela arrive, on réagira. Mais pour l'instant, notre présence, c'est la prière. Nous allons continuer à prier, à faire des messes, à nous rassembler pour renforcer notre unité, pour savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous montrons au monde et aux autres nations que Guam est peut-être une petite île, mais notre foi, elle est grande. Our faith and our trust is big. Si la menace est au cœur des sermons dominicales, l'ambiance dans l'ensemble sur l'île est globalement à la décontration. Definitely not. Cheers, guys! Touristes et habitants continuent de se rendre à la plage en toute convivialité, comme si de rien n'était. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Ravi de vous l'avoir présenté. Merci à vous pour votre aimable attention. Bonne journée.